RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Et ensemble, nous recevons Jean-Louis Bourlange, ancien président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, les débats sur le budget donnent lieu à des querelles byzantines, des alliances baroques et des trésors de créativité sur la fiscalité. Et en fait, en vérité, la grande question à 1000 points, je ne sais pas si vous pourrez y répondre, ce budget verra-t-il le jour, Jean-Louis Bourlange ? J'en sais rien. Ça, je ne sais pas. Il y a plusieurs options possibles. Est-ce qu'ils vont voter à l'Assemblée nationale? Est-ce que, une fois, même s'ils ne votent pas, est-ce que sur la base de ce que votera le Sénat, est-ce qu'on pourra avoir une commission mixte paritaire positive? Que se passe-t-il si le budget n'est pas voté? Là, on a des démarches quand même, des possibilités, l'adoption du budget par ordonnance. Que se passe-t-il à ce moment-là? Est-ce que ça entraîne un vote de censure par les partis politiques? Je n'en sais rien. Mais ce que je crois intéressant, c'est d'observer la façon dont l'expérience complètement insolite que nous vivons sur le plan institutionnel et politique depuis la constitution du gouvernement de M. Lecornu. Mais d'un mot peut-être, oui. Avant d'entrer dans cette analyse en profondeur d'un mot, vous aviez dit il y a quelques semaines, on suppose qu'elle va être en profondeur, vous aviez dit que Sébastien Lecornu, le Premier ministre, était un peu dans la situation d'un joueur de poker qui devait essayer de gagner une partie avec un dos de trèfle. Chacun comprendra que ce n'est pas une carte très forte au poker. Vous pensez que son jeu est toujours aussi faible aujourd'hui ? Je crois que son jeu, c'est la force du faible. Sa théorie, et je crois que ça rejoint ce que je voulais dire vous tout à l'heure, apprêtiez à dire. C'est l'idée que, de toute manière, il n'a pas la possibilité de s'imposer à l'Assemblée nationale. Quand il dit « je n'utiliserai pas le 49.3 », en fait, c'est une concession qu'il est obligé de faire. Parce que, par les temps qui courent, s'il avait dit « j'utiliserai le 49.3 », immédiatement, il aurait été frappé de dissolution, de censure. Et ça a entraîné ou pas une dissolution. Donc, de toute manière, le 49.3 n'était plus provisoirement une arme utilisable. Mais vous voyez, en ne l'utilisant pas, il fait monter un sentiment tout à fait nouveau, c'est que ce 49.3, c'était pas totalement idiot. Et qu'on avait, en fait, c'est utile d'avoir un instrument de responsabilisation des parlementaires qui, en l'absence de 49.3, font véritablement n'importe quoi. Mais il y a les ordonnances, il reste les ordonnances qui équivaut à... Alors, le budget par ordonnance. Oui. Oui, mais ça, c'est... oui, puis il y a la dissolution. La dissolution, c'est un super 49.3. Si on n'est pas d'accord avec le Parlement, on le dissout. Alors, ce n'est pas à lui que ça appartient, c'est au président de la République. Et il n'est pas sûr que le président de la République ait envie de dissoudre, mais enfin, les gens se méfient. Donc, de toute manière, on ne peut pas dire que l'Assemblée nationale fera forcément ce qu'elle voudra. Mais dans la procédure budgétaire, elle ira jusqu'au bout. Et là, c'est là l'aspect intéressant et sans doute assez décevant jusqu'à présent, qui est l'idée de mettre en responsabilité les partis politiques, en disant, écoutez, ça fait des années que vous brandissez des oukases, des interdits, que vous opposez des tabous, que vous contre la politique que nous menons, qui est chaque fois celle du grand capital, etc. Bon, maintenant, montrez ce que vous savez faire. Et vous devez faire un budget. Il y a un problème de dette, il y a un problème de maintien des équilibres économiques et du dynamisme économique. Voyons ce que vous avez dans votre besace. Et là, on voit effectivement qu'il y a un peu de pédagogie qui émerge du côté socialiste, mais pas du tout assez. Est-ce que vous êtes en train de dire que Sébastien Lecornu est quand même plus habile que les autres, ses prédécesseurs? Je ne sais pas qu'il est plus... il n'est pas plus ou moins habile, il est dans une situation différente. Les autres, Michel Barnier... D'abord, il faut même remonter à plus loin. Depuis 22,
depuis l'élection 2022. présidentielle suivie d'une non-majorité législative, les premiers ministres sont en situation très difficile. Cette situation est devenue quasiment impossible après la dissolution dans le cadre de la nouvelle Assemblée, et on voit bien que les deux premiers ministres qui s'y sont essayés, Michel Barnier et François Bayrou, n'ont pas réussi à obtenir une majorité. Bon, donc lui, il part de cette situation. Il dit si vous ne voulez pas de dissolution, ben écoutez, en tout cas c'est maintenant, je ne vais pas m'opposer. C'est vous qui avez le pouvoir. Et je pense que c'est une école de responsabilisation qui peut-être tournera bien. C'est pas très probable actuellement, qui peut-être tournera mal pour les socialistes, et parce qu'à un moment, ils devront quand même expliquer pourquoi ils font pas ça. Et puis il y a autre chose qui est très important, c'est que, en fait, et ça c'est de la politique en profondeur. Ah, vous voyez, vous l'avez dit. C'est l'idée que le bloc central est, en France, comme dans la plupart des démocraties, on voit ça en Allemagne, on voit ça au Royaume-Uni, on voit ça aussi aux États-Unis avec la polarisation, le bloc central se réduit. Et si nous voulons éviter soit une domination du LFI, soit une domination du RN, il faut reconstituer une majorité plus large. Et donc il faut que les socialistes, d'une manière ou d'une autre, remontent à bord de leurs valeurs traditionnelles, qui étaient européennes, qui étaient respectueuses des équilibres publics, avec Bérégovoy, Rocard, Delors et d'autres. Vous voulez dire qu'ils prennent leur distance avec LFI d'une certaine manière? Alors, il faut leur dire, le choix, l'argument de Lecornu, ce qu'il dit aux socialistes, c'est qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous préférez le RN ou le bloc central? Car en réalité, si vous jouez la carte de LFI, tout ce que à quoi ça conduira, c'est-à-dire l'effondrement du bloc central, ça conduira au triomphe du RN. Donc prenez vos responsabilités. Est-ce que vous voulez que dans 2 ans, ou moins de 2 ans, la France soit dirigée par le Rassemblement national ou soit dirigée par un groupe? C'est un peu le choix de Glucksmann, si vous voulez. Et ça, vous visez les socialistes, parce que je vous entends souvent dire ça, que ce que nous vivons actuellement va favoriser l'installation du Rassemblement national. Ah oui? Mais on peut dire que la montée de l'extrême droite n'est pas liée aux socialistes depuis des décennies. Ce qui est lié aux le RN ne cesse de grimper. Ce qui est lié à la montée du RN, comme à la montée du LFI, c'est le fait que les socialistes se sont placés dans une situation de refus de la culture de gouvernement. En réalité, au sein du Parti socialiste, il y a 2 sensibilités profondes. Il y a celle de M. Faure, et relayé un peu par M. Vallaud, qui est de dire on est dur, on maintient l'accord avec les communistes, les écologistes, et surtout évidemment LFI. Et puis la ligne de Glucksmann. Il faut quand même se rappeler qu'aux européennes, Glucksmann a fait un succès considérable. Il est arrivé, alors que Mme Hidalgo avait fait un score lamentable à la présidentielle, lui est arrivé, je ne me rappelle plus, mais 15%, ou à peu près. Bon, donc il est en position. Et là, et Glucksmann, pourquoi il est arrivé à cette hauteur-là? Parce qu'il a raflé les électeurs de Macron du centre-gauche. Donc, en réalité, on voit bien que si on peut avoir un espoir très ténu, je ne suis pas optimiste, de battre le RN dans quelques mois, c'est si nous arrivons à reconstituer un bloc qui soit social, libéral et européen, et qui aille des gaullistes modérés, il y en a beaucoup au sein du gouvernement, les Darmanin, jusqu'aux socialistes modérés. Et Lecornu tente un peu l'épreuve. Globalement, vous êtes quand même assez inquiet. Vous disiez récemment chez nos confrères de France Inter, je vous cite, nous sommes dans une situation où les valeurs fondamentales sur lesquelles s'organise la société française depuis la guerre sont fondamentalement menacées d'un bout à l'autre du territoire. Nos intérêts, nos valeurs, nos lois, la protection de la conscience individuelle, la laïcité, tout cela est fondamentalement menacé à l'intérieur et à l'extérieur. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis et nommer ces menaces? J'ai dit 3 fois fondamental, c'est un peu excessif. Je vous ai cité, donc non, mais vous l'avez observé. Je me mets en boîte moi-même. Écoutez, je crois qu'on a construit
une société après la guerre sont des valeurs très précises, qui sont le respect de l'état de droit, la démocratie représentative, une économie ouverte et une économie sociale, et une sécurité collective très, très forte. C'est la base. Ça a été la base dans toutes nos démocraties. Aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans les pays européens, on a construit ça. Ça a été un succès formidable. Oui. On a progressé en termes de croissance économique, de justice sociale, de sécurité internationale. Oui. On n'a pas eu de guerre. Et ça, c'est très précisément menacé un peu partout par le populisme, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'illibéralisme, c'est-à-dire l'idée qu'on peut avoir une démocratie sans les libertés accompagnant la démocratie. Je vois que maintenant, le Rassemblement national est très proche de M. Trump, est très proche de M. Orban, et séduit parfois par M. Poutine. Tout ça, c'est pas nos valeurs, c'est pas la démocratie. Je vois bien que sur le plan économique, ce sont des gens qui disent on se replie, on ne fait pas l'Europe, on doit refuser de l'argent à l'Europe, on n'essaie pas. C'est donc l'Europe est menacée. Et nous sommes donc dans une situation. Et en plus, nous allons pratiquer une politique très autoritaire et de division sociale, alors que nous avons besoin, comme tout le monde, d'une large fraction de travailleurs immigrés. On voit bien que s'organise la tentation, émerge la tentation de faire une guerre interne. Donc tout ça ne sera pas sans conséquence. Si le RN arrive au pouvoir, on aura des tensions, des reculs qui seront préoccupants. Est-ce que, quand on voit on regarde en Europe, et pas seulement d'ailleurs, beaucoup de pays sont tentés par l'extrême droite ou la droite radicale. Bon, vous avez cité aussi les États-Unis, il y a l'Argentine, il y a même le Japon. Donc nous ne sommes pas les seuls à voir l'extrême droite grimper. Comment vous expliquez ce phénomène partout aujourd'hui? Alors c'est un peu long, comme une question difficile, mais en quelques mots. Nous ne sommes pas seuls. Je dirais quand même une chose juste avant. Par exemple, sur la légalité constitutionnelle. Moi, j'ai entendu sur une chaîne de télévision, LCI, Monsieur Bardella expliquer très clairement, en répondant à votre collègue, à votre confrère, Monsieur Rochebin, qu'il passerait outre à une opposition du Conseil constitutionnel en cas de référendum. En cas de référendum sur l'immigration. C'est-à-dire qu'il accepte de sortir de la légalité républicaine. C'est extrêmement grave. Oui, mais c'est ce qui se passe aux États-Unis. Trump s'assoit sur tous les contre-pouvoirs. Vous croyez que c'est rassurant ce qui se passe aux États-Unis? Non, pas du tout. Alors, il y a plusieurs... Votre question est immense. Je dirais que... si votre réponse pouvait ne pas l'être, ce serait bien. Oui, je vais essayer. Je dirais en deux mots. D'abord, l'individualisme. L'effondrement de toutes les formes de solidarité collective, religieuse, syndicale, etc. Les individus sont seuls contre tous, seuls donc dans le ressentiment, dans la crainte, dans la peur. Et deuxièmement, l'effacement, l'effritement, l'effacement des positions géopolitiques, économiques de l'Occident et notamment des puissances européennes. On est chassé d'Afrique, on est menacé très fortement par l'économie chinoise, on est à nouveau agressé par Poutine et par les Russes, on est très mal défendu on est défendu un jour sur deux par le président Trump. Donc tout ça crée une extrême inquiétude et cette inquiétude se développe, entraîne à la fois du repli sur soi et une culture de ressentiment, de jalousie sociale. Et donc la combinaison des deux produit ce résultat assez affligeant que on n'arrive pas actuellement à mettre sur la table des options gouvernementales en matière économique, en matière internationale, qui nous permettraient de faire face. Jean-Louis Bourlanges, je vous avais parlé il y a quelques instants de l'époque de la prospérité. Le 5 septembre dernier, vous avez été reçu pour une cérémonie à l'occasion de votre remise de la Légion d'honneur. Et vous avez tenu un discours ce jour-là assez sévère sur les responsabilités de votre génération. Génération au pouvoir, génération de dirigeants.
ceux que l'on appelle les boomers. Vous avez d'ailleurs employé le terme. Et je vous cite, « Livrés à nous-mêmes, nous sommes passés à côté d'une triple exigence. Nous avions le devoir d'être lucides, nous avons été naïfs. Nous avions le devoir d'être forts, nous avons été faibles. Nous avions le devoir d'être solidaires et nous avons été égoïstes et divisés. » Vous considérez donc que si la France est dans l'état où elle se trouve aujourd'hui, c'est la faute de ce qu'on appelle communément les boomers? Non, vous avez raison, je ne nie pas du tout avoir écrit ces choses, mais ça ne visait pas simplement la génération des boomers, ça visait tous ceux qui viennent après la génération des constructeurs. Ce que j'ai voulu rendre hommage aux gens, à mes parents. Moi, j'ai 79 ans, je ne suis pas un poulet de l'année. Et les gens qui m'ont... J'ai vécu derrière deux personnes, le général de Gaulle et ma mère. Ma mère, modeste travailleuse des 30 Glorieuses. Et le général de Gaulle, qui est plus connu que ma mère. Eh bien, j'ai voulu rendre hommage à ces gens, à ce qu'ils avaient fait, parce que j'estime que toutes les générations qui suivent, celles des boomers, celles de leurs enfants après les autres, et celles des jeunes, ignorent ce qu'on doit à cette génération, et ne prennent pas assez au sérieux la nécessité de préserver ce qui est un véritable trésor, puisque c'est ça qui nous a donné le maximum de sécurité, le maximum de justice, le maximum de prospérité par rapport à tous les autres pays et par rapport à toutes les autres époques de notre histoire. Et là, je crois effectivement qu'on a bien commencé dans les années 70, 80, avec d'ailleurs des gens qui venaient de là, les Simone Veil, les Raymond Barre, les François Mitterrand, assez mauvais sur le plan économique, mais quand même très vaillants sur le plan géopolitique et sur le plan européen. On a avancé, puis peu à peu, et vers le milieu des années 90, ça s'est délité. Moi, j'attribue une responsabilité importante à l'échec que j'ai beaucoup regretté d'Édouard Balladur par rapport à Chirac, car je crois que Balladur avait conscience de la nécessité d'un certain nombre de choses, et que Jacques Chirac, quant à lui, avec un talent tout à fait considérable, a choisi d'écouter la voix de la démagogie, en fait. Donc de l'immobilisme. Et là, on a de l'immobilisme absolu, et la droite et la gauche ont fait un concours d'immobilisme dont nous payons aujourd'hui les conséquences. Ce que dit M. Dufour, que sur la dette, peut se lire, comme il le fait, sur le plan économique et budgétaire, mais peut se lire aussi sur le plan de l'inertie politique et géopolitique. Au-delà de la monnaie unique, on n'a rien fait sur le plan européen de sérieux, on n'a rien fait sur le plan militaire de sérieux, et donc on est dans cette situation extrêmement précaire aujourd'hui. Merci Jean-Louis Bourlanges. Merci beaucoup, merci Frédéric, merci Jean-Louis Bourlanges, et également merci à Camille Néran et à Flore Simon et à toute l'équipe technique. À très vite, merci.